Avant de commencer, j'aime rappeler une chose simple, le livre, lui, n'a pas bougé, c'est nous qui avons changé. Quand on revient à un classique, ce n'est pas le texte qui se renouvelle, ce sont nos yeux, plus usés, plus lucides, qui y découvrent d'autres leçons. Je ne sais pas à quel moment vous l'avez compris, mais il arrive un âge où l'intelligence cesse d'être un jouet et devient un poids. La même faculté de penser qui nous a sauvés tant de fois, à d'autres moments nous enferme de l'intérieur. Et alors surgit une question inconfortable, pas exactement une question philosophique, plutôt une question de vie. Que faire de ma conscience, quand elle se retourne contre moi? Je reviens à Mémoires du sous-sol ou, si l'on préfère, Les carnets du sous-sol, publiés en 1864, précisément pour cela. Parce que Dostoïevski n'a pas écrit un roman pour expliquer le monde. Il a écrit une sorte de confession qui ne demande ni pardon, ni compréhension, et parfois même pas l'écoute. Un texte qui nous regarde en face, avec une sincérité qui humilie. Et plus on avance en âge, plus on comprend que le « sous-sol » n'est pas un lieu littéraire, c'est une expérience. Il y a des livres qui nous éduquent. Et il y a des livres qui nous démasquent. Celui-ci en fait partie. Ce que Dostoïevski met en jeu, et pourquoi cela ne vieillit pas. Dostoïevski écrit ces pages dans une Russie du XVIe siècle en pleine convulsion intellectuelle. L'époque respire la foi scientifique, les promesses rationnelles, les projets de réorganisation de la société et, en même temps, une misère spirituelle qui se déguise en progrès. Inutile d'étirer la biographie de l'auteur, on sent tout de suite l'essentiel. L'homme qui écrit ici connaît déjà, de l'intérieur, certaines tentations de l'âme moderne. Il presse que l'idée même de « l'être humain » est en train de changer de forme. Et que ce changement ne sera pas net. Pour moi, le problème central de l'œuvre n'est pas l'existentialisme, comme étiquette, ni la psychanalyse, comme anticipation. Tout cela est vrai, mais secondaire. Le cœur, lui, est plus simple et plus cruel. Un homme incapable d'aimer, mais incapable aussi de cesser de vouloir être aimé. Un homme qui désire sa liberté, mais ne supporte pas le prix qu'elle exige. Un homme qui transforme son intelligence en arme contre lui-même, puis appelle cela de la lucidité. Dans l'expérience adulte, Mémoires du sous-sol est ce livre qu'on lit au moment où l'on commence à soupçonner qu'une grande partie de nos choix n'étaient pas vraiment des choix, mais des réactions. Et où l'on découvre que, parfois, on a préféré une douleur familière au risque d'une joie inconnue. Le narrateur, l'homme du sous-sol, a 40 ans. Il écrit comme quelqu'un qui se parle à lui-même. Et pourtant, il nous parle. Non pas parce qu'il est aimable, mais parce qu'il est reconnaissable. C'est là le choc. Le sous-sol comme conscience, personnage ou force. Si je m'approche d'une idée chère à Harold Bloom, cette intuition que les grands personnages ne sont pas des types sociologiques, mais des forces psychologiques qui inventent des façons d'être, alors l'homme du sous-sol n'est pas seulement un individu. Il est une possibilité humaine. Une forme de conscience à la fois hyperactive et stérile. Bloom insiste souvent sur ceci, la grande littérature ne sert pas à confirmer ce que nous pensons déjà, elle sert à élargir et compliquer notre sens de l'intériorité, comme si les personnages nous offraient de nouvelles variantes de nous-mêmes. Ici, Dostoïevski fait quelque chose de cet ordre, il crée une voix qui ne cesse de s'observer. Une voix qui s'entend parler et se déteste pour cela. Cette auto-perception incessante est l'un des noyaux du livre. Le narrateur est incapable d'être simplement dans le monde. Il est toujours, un pas derrière, lui-même, il juge, il réévalue, il anticipe des humiliations. Pour lui, la vie est un tribunal sans repos. Le sous-sol, alors, n'est pas seulement un isolement social. C'est un régime intérieur. Un mode d'existence où la conscience n'éclaire pas, elle brûle. Et voici une première vérité, désagréable, pour le lecteur adulte. Il existe une intelligence qui ne libère pas, elle paralyse. Le narrateur dit qu'il est malade. Et il y insiste comme s'il revendiquait un droit, le droit d'être malade. Non pas pour guérir. Mais pour ne pas avoir à changer. C'est une différence décisive entre souffrir et s'accrocher à sa souffrance. La souffrance peut être inévitable. L'attachement à la souffrance, lui, est un choix étrange, le choix de conserver une identité, même si elle fait mal. C'est là que la maturité du lecteur est mise à l'épreuve. Parce qu'il est facile de lire ce narrateur comme un rancunier. C'est vrai.
Mais cela ne suffit pas. La question la plus dure est plutôt celle-ci. Où ai-je, moi aussi, utilisé mon ressentiment comme un abri? La logique tordue de la liberté, le plaisir de contrarier. Au début, Dostoïevski construit une sorte de manifeste contre la promesse d'une rationalisation totale de la vie humaine. Le narrateur ironise sur l'idée que l'homme serait un être prévisible, calculable, toujours guidé par son intérêt. Il ne nie pas que nous cherchons le plaisir et fuyons la douleur. Il nie que cela soit toute l'histoire. Et il lance alors une provocation qui, dans un autre langage, reste d'une actualité frappante. Parfois, l'être humain choisit ce qui le détruit simplement pour prouver qu'il est libre. La liberté prend ici une forme adolescente et le tragique, c'est que le narrateur a 40 ans. La liberté devient une bouderie métaphysique. Il veut un espace intérieur où aucun système ne l'atteint. Et pour cela, il s'agrippe à ce qu'il y a de plus irrationnel, de plus auto-saboteur. Il va jusqu'à suggérer que l'homme peut désirer la souffrance, désirer le chaos, désirer l'absurde, juste pour ne pas être réduit à une touche de piano. Cette image compte, l'homme touche. L'homme qui, si l'on appuie sur les bonnes lois, produirait toujours la note correcte. Le narrateur refuse cela avec violence. Et, en refusant, il se condamne à une fierté stérile, il préfère être imprévisible, même au prix du malheur. Ici, Camus aide, comme contrepoint. Camus voit lui aussi la tension entre le désir humain de sens et le silence du monde. Mais il tente d'en tirer une lucidité qui ne se confond pas avec l'apitoiement. L'homme du sous-sol, lui, semble faire de l'absurde un prétexte pour ne pas vivre. Il transforme la lucidité en poison. Et cela nous oblige à distinguer deux choses. La lucidité comme clarté douloureuse qui conduit à une forme de responsabilité. Et la lucidité comme cynisme qui justifie sa propre inertie. La seconde est une caricature de la première. Une caricature séduisante, parce qu'elle nous épargne le risque d'essayer. À l'âge adulte, cela touche une zone sensible. Il y a des moments où l'on préfère dire « c'est impossible » avant même d'avoir tenté, parce que tenter implique l'exposition, la possibilité d'échouer, et parfois la nécessité de changer. Le sous-sol, souvent, est l'endroit où l'on range des raisons élégantes de ne pas agir. Archétype, descente, ironie, confession. Si je passe maintenant par Northrop Free, l'enjeu n'est pas de transformer le roman en catalogue de symboles, mais de percevoir la forme littéraire comme une carte d'imaginaire récurrent. Le « sous-sol » participe d'un archétype ancien, la descente. Une catabasie, une plongée vers le bas, sous la vie sociale, sous le masque civil. Sauf qu'ici, la descente ne mène pas à une révélation rédemptrice. Elle mène à un miroir sombre. Le narrateur descend pour trouver l'intime, et il rencontre un moi fracturé, rancunier, théâtral. Le registre du livre est décisif, Mémoire du sous-sol fonctionne beaucoup sur l'ironie, et parfois dans ce que Free appellerait un monde ironique où le héros ne s'élève pas, il s'enfonce. Le narrateur ne conquiert pas la grandeur, il expose ses faiblesses. Et pourtant, il y a une force esthétique dans cette exposition. Pas une force morale, mais une force de vérité, il montre ce que nous préférons cacher. Cette ironie est à la fois une arme et une prison. Il ironise sur tout pour ne s'engager dans rien. Trop brillant pour croire, trop amer pour faire confiance. C'est pour cela qu'il est si moderne. Peut-être trop moderne. L'auto-illusion comme méthode de survie. Dans ce type de conscience, il y a un mouvement intérieur qui revient sans cesse. Le sujet c'est qu'il se ment à lui-même et il continue. Comme si la conscience de soi n'empêchait pas l'auto-illusion, mais la rendait simplement plus sophistiquée. Il dit qu'il ne veut pas guérir. Il dit qu'il ne veut pas changer. Et pourtant il écrit. Et écrire, d'une certaine manière, c'est chercher un interlocuteur. Même s'il le nie. Cette contradiction est l'une des grandes douleurs du livre, le narrateur semble demander de l'aide en insultant ceux qui pourraient la lui offrir. Il veut la proximité, mais il attaque. Il veut l'amour, mais il humilie. Il veut être vu, mais il se cache. Et ici, Erich Fromm aide à nommer sans réduire, la liberté humaine n'est pas seulement le pouvoir de choisir, c'est aussi la capacité de supporter le poids du choix. Fromm rappelle que la liberté peut provoquer l'angoisse, et que beaucoup tentent d'y échapper par des voies détournées, soumission, destructivité, conformisme automatique. Chez l'homme du sous-sol, on voit une fuite particulière,
il fuit la liberté en la transformant en négation. Il ne veut pas la liberté de construire, il veut la liberté de détruire le sens. Et c'est profondément triste. Parce qu'au fond, il ne veut pas être une machine. Mais il ne veut pas non plus assumer le prix d'être humain. Première partie, les idées comme des blessures. La première partie du livre est presque entièrement faite d'idées, mais d'idées vécues comme des symptômes. Ce n'est pas un essai abstrait, c'est un corps qui parle à travers des concepts. Le narrateur argumente contre le « palais de cristal », l'image d'une société parfaitement rationnelle, organisée, où tout serait transparent, calculable, sans souffrance inutile. Il y voit une insulte à la liberté. Et il y a là quelque chose de vrai, une vie totalement administrée peut devenir inhumaine. Mais le problème, c'est qu'il utilise cette vérité pour justifier son refus de toute forme de construction. Comme si, parce que le palais de cristal est une illusion, il ne restait que le souterrain. Il y a un point subtil que le lecteur adulte perçoit mieux, le narrateur ne critique pas seulement les utopies. Il défend une souveraineté négative, la souveraineté de dire non toujours. Une souveraineté qui, à la longue, tourne à la pauvreté. Et Dostoïevski nous place alors devant une question difficile. Peut-on défendre la liberté sans transformer la vie en destruction permanente? Il existe une forme mûre de liberté, qui inclut des limites, des engagements, la responsabilité, le soin de l'autre. Mais l'homme du sous-sol n'en veut pas. Il veut une liberté qui ne doit rien à personne et qui, pour cela même, ne construit rien. Cette liberté est un fantasme. Un fantasme douloureusement courant. Deuxième partie, quand l'idée devient saine. La seconde partie est plus narrative, plus concrète. Et là, Dostoïevski est cruel, il montre comment ces idées s'incarnent dans des situations petites, presque ridicules. Parce que la vie réelle nous offre rarement des dilemmes grandioses. Elle nous offre des dîners humiliants, des rencontres mal conduites, des insultes mal calculées, des souvenirs qui ne cicatrisent pas. L'homme du sous-sol raconte des épisodes qui, au premier regard, semblent mesquins. L'obsession pour un officier qu'il a ignoré. Le désir de le bousculer dans la rue comme vengeance symbolique. La rencontre avec d'anciens camarades et ce dîner où il se rend détestable. La visite au bordel et la rencontre avec Lisa. Mais c'est justement là que le livre devient insupportablement humain. Parce que ces scènes révèlent comment l'orgueil et la honte se mélangent. Et comment le besoin d'être reconnu peut se transformer en violence. L'épisode de l'officier est presque enfantin, il se sent invisible. Et il décide de récupérer sa dignité non par un acte réel de courage, mais par un geste infime, bousculer l'homme dans la rue. Une vengeance microscopique. Et pourtant il la vit comme une épopée intérieure. Ce que Dostoïevski montre, c'est la disproportion, l'âme souffre à des échelles que le monde ne reconnaît pas. Parfois, notre drame est ridicule pour les autres et dévastateur pour nous. Et cela produit une humiliation particulière, non seulement on souffre, mais on souffre de quelque chose qui ne semble même pas digne de souffrance. L'homme du sous-sol souffre par orgueil. Et il souffre de savoir que c'est de l'orgueil. C'est là que la conscience de soi devient torture. La scène du dîner, l'envie d'être humilié. Au dîner avec ses anciens camarades, il veut être accepté, mais il arrive en ennemi. Il veut du respect, mais il se tient comme quelqu'un qui supplie, sans admettre qu'il supplie. Il veut appartenir au monde, mais il est le monde qui le rejette. Il provoque, il offense, il se contredit, et il s'observe en train de se dégrader. Il y a quelque chose de presque rituel dans cette dégradation, comme s'il devait confirmer l'image qu'il a de lui-même, l'image de l'échec. Et là se révèle une dimension tragique, il est incapable d'être simplement un homme parmi les hommes. Il se sent toujours de trop. Et, en agissant comme quelqu'un de trop, il s'assure qu'on le traitera comme tel. Le lecteur adulte reconnaît cela avec malaise, combien de fois, par peur d'être rejeté, nous nous comportons de façon à provoquer le rejet. Comme s'il valait mieux contrôler sa défaite que risquer une victoire incertaine. C'est une forme de contrôle par le pire. Et cela rejoint ce que Fromm remarque, parfois, on préfère la sécurité d'une souffrance connue à l'angoisse d'une liberté réelle. L'humiliation devient une habitude. La douleur devient une identité. Lisa, la possibilité de la tendresse et la peur qu'elle inspire. Et puis Lisa apparaît. La scène avec Lisa est l'une des plus douloureuses de toute la littérature. Parce qu'il y a là une chance réelle, petite, fragile, mais réelle, d'un contact humain. Et le narrateur la détruit.
Il parle à Lisa sur un ton apparemment moral, il évoque son avenir, la dégradation, le vieillissement, la mort. Mais sous ces mots, il y a autre chose, le pouvoir. Il la blesse avec une sorte de « vérité » qui sert de domination. Il la fait pleurer. Et dans ses larmes, il se sent grand. Dostoïevski nous force alors à voir une perversion qui n'est pas si rare, celui qui ne sait pas aimer tente de remplacer l'amour par le contrôle. Il appelle le contrôle « franchise ». Il appelle la cruauté « réalisme ». Il appelle l'humiliation « lucidité ». Mais Lisa revient. Et c'est ce qui rend tout plus difficile. Parce qu'en revenant, elle apporte avec elle une possibilité de rédemption que le narrateur ne supporte pas. Ici, il faut éviter la morale facile. Il ne s'agit pas de dire « il aurait dû accepter l'amour ». Il s'agit de voir plus profond. Il existe des personnes qui désirent être aimées, mais qui ne supportent pas l'intimité de l'amour, parce que l'amour exige la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, l'homme du sous-sol l'interprète comme un risque absolu. Il préfère la solitude avec orgueil à l'amour avec exposition. Quand Lisa entre dans sa chambre, la scène pourrait être un commencement. Il en fait une fin. Il l'humilie. Puis il tente de compenser avec de l'argent, comme si l'argent pouvait remplacer ce qu'il a brisé. C'est là que le livre touche une des vérités les plus amères de la vie adulte. Il existe des gestes qui ne s'effacent pas. Et pire encore, parfois, nous en sommes nous-mêmes les auteurs. Le narrateur pleure ensuite. Mais ses larmes ne libèrent rien. Elles confirment seulement sa prison. Camus parlerait de la nécessité d'une révolte lucide, non pas une révolte contre le monde, mais une révolte contre la tentation de se cacher derrière l'absurde. L'homme du sous-sol n'atteint pas cette révolte. Il reste dans le ressentiment. Et c'est tragique. Le sous-sol n'est pas une thèse, est-ce un destin évitable? Ici, j'ai besoin de ralentir, parce que ce livre réclame une forme de silence dans l'interprétation. Ce n'est pas un roman destiné à devenir une « leçon ». Dostoïevski ne propose pas une sortie claire. Il nous montre un abîme et il nous laisse voir jusqu'où il descend. À la fin, le narrateur dit qu'il va s'arrêter d'écrire. Mais l'impression, c'est qu'il ne s'arrête pas. Parce que cette voix continue de résonner dans d'autres voix modernes, en nous, dans nos irritations minuscules, dans nos ressentiments raffinés, dans notre manie de justifier l'inertie par des arguments brillants. Ce que l'œuvre révèle au lecteur adulte n'est pas seulement la psychologie du ressentiment. C'est plus difficile. La capacité humaine à détruire ce qu'elle désire. Le mélange d'orgueil et de manque. La séduction d'être victime. La peur d'être heureux. Et surtout, cette idée, la conscience comme champ de bataille. L'homme du sous-sol n'est pas ignorant. Il n'est pas simple. Il est intelligent, articulé, pénétrant. Et malgré tout, il est misérable. Cela brise une illusion fréquente, l'illusion que comprendre suffirait. Cela ne suffit pas. Le livre montre que la connaissance de soi, quand elle ne devient irresponsabilité ni action, peut tourner en simple narcissisme douloureux. On s'observe, on s'analyse, on se décrit et l'on reste identique. Alors, sans donner de morale, je dirais que Mémoire du sous-sol nous met face à une question adulte. Ma lucidité me rend-elle plus responsable ou seulement plus amère? Choix irréversible et poids du temps. Il y a quelque chose qui grandit avec l'âge, le sentiment d'irréversibilité. Quand on est jeune, on imagine que presque tout est réversible, qu'on peut toujours recommencer. Et on le peut, en partie. Mais il y a des scènes qui nous traversent et laissent des traces. Il y a des relations qui, une fois brisées, ne reviennent pas à ce qu'elles étaient. Il y a des mots qui ne se rattrapent pas. L'homme du sous-sol vit de souvenirs rejoués. Il réécrit mentalement le passé, pour y récupérer une dignité. Mais le passé ne change pas. Ce qui change, c'est la manière dont il se blesse avec le passé. La maturité n'élimine pas cela. Mais elle peut nous apprendre à ne pas habiter cela. Le sous-sol, c'est la demeure des « si j'avais ». C'est l'endroit du regret qui ne devient pas apprentissage. C'est l'endroit du remords qui se transforme en théâtre. Et Dostoïevski, avec une cruauté presque compatissante, nous montre que ce théâtre est sans fin à moins d'accepter de perdre certaines batailles intérieures. Perdre, ici, ce n'est pas renoncer à la dignité. C'est renoncer à la vengeance imaginaire.
C'est abandonner le plaisir secret de l'auto-apitoiement. C'est accepter que la vie demande une présence, pas seulement une interprétation. Actualisation contemporaine discrète, mais inévitable. Je n'aime pas forcer les parallèles, parce que cela appauvrit un classique. Mais il est difficile de ne pas reconnaître, aujourd'hui, certains sous-sols collectifs. Une culture de l'ironie permanente, où sentir devient une honte, et s'engager une naïveté. Le désir de paraître lucide comme bouclier contre la vulnérabilité. La transformation de la critique en identité, comme si critiquer le monde suffisait pour vivre. Il y a quelque chose de l'homme du sous-sol dans certaines formes contemporaines de cynisme, et là, une remarque discrète, à la manière de Pondé, ce philosophe brésilien, pourrait s'imposer. La modernité tardive confond souvent la liberté avec l'absence d'obligation, et la lucidité avec le mépris. Le prix, lui, est élevé, des relations fragiles, l'isolement, l'incapacité de faire confiance. L'homme du sous-sol est quelqu'un qui ne fait pas confiance. Et parce qu'il ne fait pas confiance, il ne se donne pas. Et parce qu'il ne se donne pas, il ne vit pas. Le monde actuel offre 1000 distractions pour ne pas regarder cela. Dostoïevski, lui, ne laisse pas d'échappatoire. Il ferme la porte. Comment le livre continue d'agir en nous? Un classique n'agit pas comme un manuel. Il agit comme une présence. On referme mémoire du sous-sol et l'on garde des questions qui dérangent. Est-ce que je me cache derrière mon intelligence? Est-ce que j'utilise l'ironie pour ne pas admettre que j'ai besoin des autres? Est-ce que j'ai transformé ma douleur en identité? Est-ce que je confonds « ne pas m'illusionner » avec « ne pas tenter » Et, plus silencieusement. Est-ce que j'ai déjà eu une Lisa dans ma vie sans savoir la reconnaître? Ce n'est pas une question sentimentale. C'est une question tragique. Parce que, parfois, la vie nous offre une chance minuscule d'humanité, et nous la détruisons par orgueil. Ce livre n'offre pas de consolation. Mais il offre quelque chose de plus rare, un miroir qui ne s'ajuste pas à nos préférences. Et cela forme une conscience. Pour finir, la question revient, sans réponse définitive. J'ai commencé en demandant ce que nous faisons de notre conscience lorsqu'elle se retourne contre nous. Et je termine sans conclusion fermée, parce que Dostoïevski ne ferme pas non plus. Le sous-sol existe. Et il est peut-être inévitable, à certains moments. Mais la question adulte n'est pas d'éviter le sous-sol comme on éviterait un endroit laid. La vraie question, c'est celle-ci. Combien de temps vais-je habiter là où je me fais du mal moi-même? Relire Mémoire du sous-sol, c'est peut-être exactement cela, comprendre que le livre n'a pas changé, mais que nous, oui. Et, grâce à cela, reconnaître plutôt les symptômes, les excuses, les pièges de notre propre lucidité. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais continuer dans cette direction, lire les grands livres comme des instruments de conscience, ni comme simple divertissement, ni comme drapeau, mais comme confrontation. Si ce texte vous a accompagné jusqu'ici, et si vous en avez envie, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide ce travail à continuer, avec du temps et du silence, comme la littérature l'exige.